Mesdames, Messieurs, nous sommes fiers de vous présenter le numéro 1 de Préparer le futur africain afin d'éviter les déboires du passé. C'est une émission conviviale, une émission de réflexion, une émission où on se pose des questions et où on apporte des solutions. La première question, elle va aller d'abord au chef d'entreprise français. En la personne de notre ami Jean-Pierre qui est sur le plateau, la question elle est simple. Est-ce que nous, en tant que journalistes africains, on a le droit, comme je l'ai fait, d'écrire à Macron pour lui dire que du fait que les pays anglophones, les pays qui ont été colonisés par l'Espagne, par le Portugal ou naturellement par l'Allemagne, que ces pays s'entendent toujours entre eux. Tu n'entends jamais parler d'histoire entre les colonies françaises ou les colonies portugaises et l'Angola ou le Mozambique. Tu n'entends jamais parler, en tout cas rarement, de problèmes avec la Belgique. Au contraire, la Belgique s'entend très bien avec les anciennes colonies telles que la République démocratique du Congo. Est-ce que les Français doivent s'en inspirer? Est-ce que les autorités françaises peuvent s'en inspirer pour qu'il y ait moins de friction entre pays francophones? Alors, je m'adresse d'abord au président de Convergence et qui représente le patronat français. Mon cher ami, qu'est-ce que vous en pensez? Merci Lancinet pour cette question qui n'est pas très habituelle pour moi, hein, puisque c'est une question qui est, je dirais, très géopolitique. Mais je vais essayer d'y répondre, je dirais, sincèrement. Bien entendu que Monsieur le Président Macron et la France d'une manière générale devraient s'inspirer de ce qui se passe, des relations qu'entretiennent des pays comme l'Allemagne, l'Espagne, la Belgique avec des anciennes colonies ou des anciens territoires où ils ont pu faire l'histoire. Bien entendu. Moi, je crois qu'il y a trois choses qu'il faut aujourd'hui dire à propos de l'Afrique. La première chose, c'est que il n'y a pas une Afrique, mais il y a des Afriques. Hein. Donc ça, il y a une diversité. Il faut prendre en compte toutes les diversités africaines et pas seulement, je dirais, une seule réalité qu'on pourrait connaître. Hein. Et pas avoir des comportements, je dirais, aussi stéréotypés par rapport à l'ensemble des pays africains. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que c'est très important aujourd'hui d'avoir en tant que chef d'entreprise une attitude je dirais gagnant-gagnant ou win-win. Ça veut dire quoi? Ça veut dire considérer que aujourd'hui dans les affaires, il y a une équité, il y a une égalité de droits et d'obligations entre les parties. Et ça, je crois, il faut le rappeler à tout le monde. Il faut aussi le rappeler aux Africains, je dirais. Hein. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Et donc ça, c'est la deuxième chose, une attitude gagnant-gagnant. Et la troisième, le troisième point qui me paraît très important aujourd'hui, c'est il faut chercher à créer une relation avec nos parties prenantes, nos interlocuteurs africains, qu'on soit européens, qu'on soit américains. La relation, c'est très important. Il faut investir dans la création d'une bonne relation et pour que ça devienne ensuite une bonne relation d'affaires et que la confiance s'installe. Très bien. Alors, pour que la confiance s'installe, il faut éviter les coups tordus comme Sarkozy le faisait à l'époque. On est d'accord. Si Sarkozy essaye d'éliminer Kadhafi de manière mafieuse, ça ne peut pas permettre au rapport franco-africain d'être transparent. Donc, je comprends ce que vous voulez dire. Il faut moraliser les rapports entre la France et ses colonies, mais surtout apaiser la situation. Madame la chef d'entreprise, qui est elle-même camerounaise et qui est rompue aux affaires, aux bonnes affaires, parce que quand elle est dans les entrepreneuriats et autres,
elle a toujours prouvé son efficacité. Et c'est un plaisir que d'avoir ce poids lourd féminin digne de la pensée de Mireille Makeba. On vous pose la même question. Comment faire pour que les pays africains s'entendent de mieux en mieux avec les autorités françaises, par exemple le cas du Mali, du Niger, du Burkina Faso, tout ça, c'est pas normal. Alors, madame la chef d'entreprise, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ce que ma pensée, c'est en fait, s'il faut aller droit au but, comme j'ai l'habitude de le dire, aucun chef d'État, déjà l'Afrique a beaucoup, nous avons beaucoup de richesses. À ce qu'on le sache, toute l'Afrique, nous avons beaucoup de richesses et important de savoir qu'aucun chef d'État étranger ne peut venir sans qu'il y ait un tout petit peu, comment je vais dire la chose, sans qu'il y ait un tout petit peu de tricherie, s'il faut dire. On ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Parce que là, vous parlez de l'ancien chef d'État français pour d'autres, dans d'autres histoires et tout, dont je ne maîtrise pas. Je peux maîtriser, mais je ne souhaite pas parfois parler. On ne peut pas faire casser les omelettes on ne peut pas faire des œufs sans casser des omelettes. Ça veut dire que les chefs d'État étrangers, ils sont obligés de sacrifier certains partis pour s'entendre avec les autres chefs d'État africains. Mais concernant nous, les chefs d'entreprise, on en souffre parce que à un moment, on veut aller dans du gagnant-gagnant, mais à un moment, on est obligé de se sacrifier aussi ou bien sacrifier une partie de certaines choses pour pouvoir y arriver et accepter certains compromis parce qu'il y a beaucoup de choses dont il y a beaucoup de compromettants, des choses compromettantes, mais on est obligé de faire avec à un moment. Donc, on peut pas faire parler de l'Afrique ou parler des chefs d'État étrangers sans des sacrifices. Il y a beaucoup de sacrifices. Aucun chef d'entreprise, que ce soit femme ou homme, ne peut dire qu'il est arrivé au bout sans beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis. On est obligé d'accepter. On accepte parfois certaines choses avec les chefs d'État européens parce qu'on veut bien voir l'Afrique progresser ou alors on veut bien voir nos richesses nous retourner à un moment. Donc voilà tout ce que je peux dire par rapport à ça. Alors, notre rôle, c'est de moraliser tout ça, juridiquement, qu'il n'y ait pas de coup tordu. C'est très important. D'ailleurs, ma jeune consoeur va vous le dire tout de suite. Elle sait ce que cela veut dire. La nouvelle génération, elle veut que ce que nous avons subi, sur lesquels vous avez bien fait de le dire, on fermait les yeux, que ça, ce n'est plus permis. Et c'est la raison pour laquelle la présence d'une jeune journaliste comme ma consoeur Laetitia, qui va prendre la parole et qui va donner son regard et son point de vue. Ma très chère consoeur. Merci beaucoup pour cette introduction. Moi, me concernant justement, c'est parler de ce futur. On parle beaucoup du futur africain, on parle beaucoup des changements, on parle beaucoup de sa diaspora, on parle beaucoup justement, vous aviez cité que l'Afrique est un continent avec énormément de ressources. Ces ressources premières sont ses talents, dont vous faites également partie. Aujourd'hui, parce que vous parliez de sacrifices, mais je pense que ces sacrifices-là, comme vous l'aviez dit, tout le monde les vit. Quels sont justement les conseils, les clés que vous pourriez ou que vous avez peut-être observées par rapport à votre parcours qui nous permettraient à nous, cette jeunesse, sachant qu'aujourd'hui, les entreprises et l'entrepreneuriat représentent quand même plus de 80% des entreprises rien qu'en Afrique, ce qui est énorme. Donc, quelles seraient les clés pour synthétiser que vous pourriez nous donner afin justement de pallier au déboire ou peut-être au sacrifice en question auquel vous avez dû faire face et pour nous permettre à nous cette nouvelle génération, celle qui prend le flambeau aujourd'hui, de préparer sur de bonnes bases ce futur. Et surtout aussi, deuxième question, quel est ce futur? Parce qu'on parle beaucoup du futur, mais quel est-il de manière concrète? Alors, Madame Laetitia, merci déjà pour cette question pertinente. Ce que je peux conseiller aux jeunes, c'est de savoir dire oui où il faut dire oui, savoir dire non où il faut dire non, quitte à payer le prix. Parce que quand vous commencez à dire non, ou on voudrait bien que vous dites
Il y a des endroits où on vous dira de dire oui, même si vous, ça ne vous arrange pas, ou alors ça n'arrange pas les jeunes, parce qu'aujourd'hui, on a besoin des jeunes pour construire le futur. Comme on dit, le futur dont on parle, c'est les jeunes qui vont nous apporter ce futur, parce que nous autres, on a subi des coups, on a subi beaucoup de choses, mais au jour d'aujourd'hui, on dit aux jeunes, ne regardez pas ce que nous on a subi, parce que c'est derrière le dos, parce que s'il faut avancer, on va trébucher et on y arrive, parce que si vous trébuchez et que vous retournez en arrière, vous n'allez jamais avancer. C'est comme une porte, quand elle est fermée et que vous décidez de l'ouvrir, vous allez ouvrir cette porte si vous êtes vraiment décidé de l'ouvrir. Et puis, cette personnalité qui est face à vous sera obligée de vous écouter à un moment et d'intégrer vos idées aux idées où lui n'a pas voulu, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on va vous dire non. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, c'est ce que j'essaie de vous expliquer. Par exemple, vous, Laetitia, vous voyez, vous marchez déjà beaucoup avec nous et puis vous voyez, vous entendez, vous écoutez, vous voyez. Mais voyez-vous qu'il y a beaucoup d'endroits où il faut arracher la parole. Moi, je dis souvent, il faut arracher la parole pour dire au peuple ce qu'on a besoin de dire. Pour le développement, bien entendu, parce que tant qu'on ne peut pas dire un certain nombre de choses face à la caméra comme nous sommes, nous ne pourrons pas avancer. L'Afrique ne peut pas sortir du chaos, comme dit souvent monsieur la camarade qui parle souvent du chaos. C'est pour ça que je dis aux jeunes de pas peur, de savoir dire oui où il faut dire oui, dire non où il faut dire non. Et savoir prendre l'avance sur certaines choses. Vous savez, vous pouvez avoir un patron qui veut bien faire telle chose, mais qui recule. C'est à vous, les jeunes, de lui dire non, moi je pense que ça peut aider le peuple. Ça peut aller dans le sens du monde entier. Ça peut aider le patronat, parce que le patronat, quand il vient, c'est du gagnant-gagnant. Lui ne vient pas pour perdre. Que ce soit le patronat européen avec les Français, avec les Africains, chacun cherche à tirer le bout du fil de son côté. Mais les jeunes, aujourd'hui, je leur demande de savoir regarder dans les yeux et dire non, ça ne va pas, ça ne pourra pas aider. En fait, on travaille pour le peuple, on ne travaille pas pour nous-mêmes. Voilà ce que je peux vous répondre à ça. Et puis, toujours d'avoir le courage de savoir dire oui et savoir dire non. Très bien, Madame Laure Inès Campo est en plus écrivaine. Maintenant, la question totale, elle est celle-là. Il y a une guerre économique, oui ou non? Une guerre mondiale économique, oui ou non? Monsieur l'ancien camarade, on essaie. Déclenché à la fois Oui. par ce que j'appelle les excès de langage et de comportement de Donald Trump. Alors, vous, en tant que chef d'entreprise, d'abord, je m'adresse toujours au patronat français. Quelle doit être votre structure, ce que j'appelle stratégie face à la guerre économique déclarée par Trump? Est-ce que les Français, les entrepreneurs français, les sociétés françaises et les hommes politiques français vont s'incliner ou alors ils vont réagir? S'ils doivent réagir, comment ils doivent réagir? Pourquoi ils doivent réaliser? À quel résultat faut-il s'attendre? Jean-Pierre, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, d'abord, le monde ne dépend pas uniquement de l'économie américaine, et c'est tant mieux pour ça. Alors peut-être que dans certains cas, on dépend du dollar, notamment quand vous faites une transaction en dollars ou quand vous utilisez la messagerie Google. Là, effectivement, vous dépendez un peu des Américains. Mais c'est pas très grave. Il y a plein de choses pour lesquelles on ne dépend pas de l'Amérique. Donc c'est peut-être le premier constat à faire. Bon, nous, dans nos activités d'accompagnement et d'opérateurs de services sur l'axe Europe-Afrique, on voit des entreprises, on voit des jeunes, on voit des initiatives. Et moi, j'ai envie, si vous voulez, dans ce contexte un peu particulier que nous connaissons avec Trump d'une part, mais je dirais plus globalement. Restons optimistes. Je crois que c'est ça la meilleure stratégie. Et ne cherchons pas je dirais, à essayer d'influencer sur des événements sur lesquels nous n'avons pas de maîtrise. Essayons de nous occuper de ce sur quoi on a une influence. Et donc, je dirais que la première chose, c'est rester optimiste par rapport à ce qu'on fait. Donc, je dis aux jeunes, et en particulier
aux jeunes Africains avec qui je travaille, qui travaillent avec nous dans plusieurs pays, au Ghana, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en RDC, je leur dis restez positifs, restez actifs, croyez en nos chances de réussir et faites des projets pour ça. Voilà, ça c'est je dirais la première chose. Ensuite, ne cherchons pas à vouloir à chaque fois qu'on a quelqu'un en face de soi, un client, un politique, à vouloir le faire changer d'avis. Non, écoutons-le et écoutez ce que les gens veulent, écoutez leurs attentes, essayez de les comprendre. Et peut-être vous arriverez à les convaincre de ce que vous voulez faire avec eux. Mais même si vous n'arrivez pas, c'est pas grave. Enrichissez-vous de leur avis, enrichissez-vous de leur façon de voir le monde et de voir les choses. Et vous aurez des relations plus apaisées. Et je dirais, si j'avais peut-être un troisième message à donner à la jeunesse, puisque ma voisine, chère Inès, vous avez parlé comme ça, croyez aussi en vous-même. Même si chacun a des choses à apprendre, chacun peut progresser dans ce qu'il fait, dans là où il est, mais croyez en vous-même, croyez en votre capacité à réussir, croyez en votre capacité à apporter aux uns, aux autres, aux entreprises, votre énergie, votre envie d'apprendre aussi, et voilà, et ça c'est très important aussi. Alors, ça m'étonnerait que Trump, qui est en train de taxer toutes les sociétés, de faire peur à tout le monde, je ne sais pas si Trump sera aussi modéré que toi tu l'es. Moi, je ne crois pas. Je pense qu'aujourd'hui, en Afrique comme ailleurs, il faut faire front à ce que j'appelle à la guerre économique lancée par Trump. Il faut y faire front pour ne pas que le monde bascule dans une guerre plus que économique. Ça peut être militaire et il faut éviter ça. Madame la chef d'entreprise, je suis content parce que vous étiez avec nous à l'ambassade du Cameroun et vous avez vu ce que notre ami Augustin, en matière d'économie et en matière de gestion de sociétés camerounaises, a pu développer à l'ambassade du Cameroun. Vous, en tant que chef d'entreprise, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Et vous, en tant que chef d'entreprise, comment faire pour que les Africains fassent front, s'entendent mieux, ne se laissent pas diviser? Et ce qui est très bien, si les Africains, pour une fois, sur le plan économique, alors qu'on a été toujours exploités et surexploités, si au moins le fait Trump peut nous réveiller pour nous dire sur le plan économique, pas de politique politicienne, mais sur le simple plan économique, nous devons nous mettre ensemble pour avancer. Alors, madame la chef d'entreprise, est-ce que c'est possible? C'est possible parce que nous n'allons pas nous laisser endormir Voilà. par ce que M. Trump dit aujourd'hui. On ne va pas se laisser entraîner par tout ça et puis on ne va pas être triste par rapport à ça. On ne va pas s'endormir et on ne va pas se laisser emporter pour ça parce que je vois partout, on ne parle que de ça. C'est comme s'il faisait peur au monde, comme a dit monsieur le patronat. En fait, aujourd'hui, on ne dépend pas uniquement de l'Amérique, du dollar. Nous avons déjà, comme je parle toujours de l'Afrique et je tiens, même nos francs CFA au jour d'aujourd'hui. Avant, on ne pouvait pas voyager avec les francs CFA, mais aujourd'hui, on peut le changer n'importe où dans le monde entier. On peut l'utiliser où on veut, un peu comme le dollar. Donc, nous n'allons pas nous laisser endormir. Et nous, les Africains, nous devons faire bloc pour pouvoir faire une réplique. Parce que pour ceux qui travaillent avec l'Amérique, si stop tout, voyez-vous, si aujourd'hui, dans une cuisine, vous arrêtez le feu, la ménagère, elle ne pourrait pas cuisiner. Elle ne peut pas cuisiner. Vous allez au marché et que tout le monde, tous les vifs frais, tout est fermé. Tous ces bails disent qu'ils ne sortent pas. Qui va vous vendre les vifs frais? Comment vous allez faire? Vous ne pourrez pas. C'est pour dire que nous, les Africains, nous devions faire, pas seulement les Africains, le monde entier, on doit faire front, on doit affronter. On doit affronter et puis d'une manière, d'une autre, on doit faire face à ça, c'est-à-dire faire bloc et s'entendre, avoir beaucoup de colloques, essayer d'en parler. Pourquoi pas s'organiser à se retrouver ici à là, au Maroc, demain, en Centrafrique, demain, au Cameroun, demain, en France, même à l'intérieur de la France. Est-ce qu'on ne peut pas s'organiser pour porter notre voix
aux différents chefs d'État pour leur dire, bon, voilà ce que nous on pense. Avec nous, vous pouvez y aller. Parce que ne restons pas en arrière et puis on ne peut pas. Donc, moi, c'est ce que je pense. Vous avez tout compris, madame la chef d'entreprise. Vous savez que l'ambassadeur d'Afrique du Sud, dès qu'il a dit que Trump est en train de faire ce qu'on appelle une économie, si tu veux, impérialiste, il a été expulsé. Ma chère consoeur, qu'est-ce que toi tu penses de tout ça? Qu'on expulse un ambassadeur qui a osé dire la vérité en disant votre façon de faire l'économie, c'est presque c'est du racisme économique. Et c'est de l'impérialisme. Et on l'expulse. Alors, jeune fille, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est une façon simplement de montrer, d'attester que c'est une vérité. Et qu'aujourd'hui, justement, ou plutôt par le passé, les vérités ont été tues de cette façon et qu'aujourd'hui, les façons de faire changent. Pour moi, justement, j'aimerais qu'on puisse aborder de manière un peu plus factuelle, justement, ce changement. Parce qu'on parle notamment de l'ensemble de nos ressources, le fait d'écouter, le fait de transmettre, mais concrètement parlant, on est d'accord que les États-Unis ne sont pas universalistes, justement, sur la partie, du moins, économique. Donc, concrètement, quelles sont les actions que justement dans vos fonctions et par rapport à l'environnement dans lequel vous évoluez depuis plusieurs années, observez-vous possible de faire pour que les échanges et les synergies justement entre les continents et les diasporas, puisqu'on parle de l'Afrique, mais ce n'est pas simplement l'Afrique, puisque vous avez nommé l'Asie, vous avez nommé, on parle aussi même de la diaspora en Europe elle-même, puissent créer de la valeur et créer justement des lignes de changement concrètes qui nous permettraient d'acter un changement qui est sûrement déjà en cours aujourd'hui, mais que nous avons peine en tout cas à voir, puisqu'on parle beaucoup de Trump. Laetitia, en fait, je vais répondre à cette question avant que... Vous savez, si nous, on s'entend, je parle toujours des questions d'entente parce que les questions, pour quelqu'un qui livre, par exemple, je vais prendre un exemple bête, quand vous livrez la banane aux États-Unis, l'autre livre, je sais pas moi, du sel ou bien... Si nous tous, on s'entend, on dit rien n'entre, on ne fait plus des livraisons. Vous pensez qu'il va s'en sortir? Il ne pourra pas s'en sortir. Il sera obligé de venir à la table de négociation. C'est pour ça qu'il faut déjà que nous, les chefs d'entreprise, le patronat, puissent déjà s'entendre sur qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on réplique, comment on procède à la réplique, comment on fait. Et si tout le monde est d'accord, il ne pourra pas avancer. Vous ne pouvez pas. Moi, c'est ce que je pense. Pour compléter ce que dit Inès, moi je citerai une bonne pratique, puisque dans nos activités, on aide beaucoup les entreprises à réfléchir sur leur stratégie d'entrée. Vous voyez comment on pénètre en fait les marchés à l'international. Bon. Une bonne façon de faire. Par exemple, pour une entreprise, qu'elle soit européenne ou américaine ou chinoise qui s'intéresse à l'Afrique. Il faudrait qu'elle vienne, par exemple, prenons un exemple de secteur alimentaire, ce qu'elle pourrait faire cette entreprise si elle veut fabriquer des produits alimentaires en Afrique pour répondre aux besoins, notamment de nourriture, d'alimentation. Ce qu'elle pourrait faire, c'est créer un partenariat avec une coopérative africaine et s'associer pour créer une usine de transformation des matières premières agricoles, par exemple. Et ensemble, ensuite, organiser un réseau de distribution pour que ces produits arrivent aux consommateurs. Et ça, c'est une bonne pratique où il y a véritablement une valeur qui est créée localement et qui profite à tout le monde, qui profite à l'ensemble des parties. Un mauvais exemple, c'est, imaginons une autre entreprise dans un autre secteur qui vend des machines et qui trouverait un client africain à qui vendre cette machine et qui, une fois payée, retournerait chez elle pour essayer de vendre à quelqu'un d'autre. Sans, par exemple, penser au transfert de compétences, sans penser à former des gens locaux pour
maintenir, par exemple, vous voyez, la machine. Voilà, ça c'est une mauvaise pratique. Donc, essayons, je dirais, de faire passer ce message aujourd'hui pour ceux qui sont soit au patronat africain, soit ici, pour que les entrepreneurs, certains, changent un petit peu leur vision des choses et changent de logiciel par rapport au développement international et en particulier en Afrique. Mais ce qui est très bien, c'est que tout devient possible. C'est-à-dire que toutes les espérances, enfin, sont possibles face à la situation actuelle. Et Convergence et le patronat français, par exemple, ont compris qu'il fallait réussir ce qu'on appelle le transfert de technologie. Jean-Pierre, tu en as parlé. C'est-à-dire qu'en Afrique, ce qu'il nous faut, et je le redis une fois de plus, c'est des ressources humaines bien formées. Il nous faut beaucoup de bons ingénieurs, beaucoup de bons agronomes, beaucoup de très bons médecins, beaucoup de très, très bons disons, scientifiques. C'est ce qu'il nous faut. C'est-à-dire que, je le redis, il faut autant de chanteurs et de danseurs que de techniciens, que d'ingénieurs, que de maçons, que d'infirmiers, de bons. Et ça, c'est très important. Alors, Convergence et le patronat, j'espère, facilitent cette nouvelle tâche, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici. Vous, en tant que représentant de Convergence et du patronat, dans les échanges économiques que nous allons avoir maintenant entre nous et bientôt dans d'autres pays, y compris certains pays africains, quelles sont effectivement vos propositions concrètes? Il y a 3 choses qui sont importantes, véritablement, pour faire que l'Afrique, dont on sait que c'est le continent du 21e siècle, hein, que ça devienne réalité. Il faut organiser les choses à 3 niveaux. D'abord, l'expertise, donc la formation, le transfert d'expérience, des bonnes pratiques. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, bien sûr, il y a, comme tu le disais, Lanciné, le transfert de technologie. Et ça se fait par des partenariats. Donc il faut, je dirais que aussi toutes les entreprises, qu'elles soient ici ou en Afrique, elles montent en puissance sur ce que j'appellerais l'ingénierie de partenariat. Il faut qu'elles apprennent à coopérer efficacement, utilement, sans, vous voyez, faux semblant. Donc le transfert de technologie se fera à ce prix-là, quand les gens sont en confiance. Et puis bien sûr, la troisième chose, c'est les ressources financières. Il faut que les économies africaines soient financées aujourd'hui. Écoutez, on est tous de la diaspora ici, même moi si ça se voit pas, mais moi je suis un peu comme ça aussi. Il faut financer les entreprises africaines, les chefs de projet, et nous à Convergence, on veut faciliter ce processus-là en permettant notamment à ceux qui veulent investir en Afrique d'identifier les pépites, les projets, les porteurs de projets qui ont des ambitions. Donc, 3 choses: expertise, transfert de technologie et ressources financières. Très bien dit. Madame la chef d'entreprise, vous, votre entreprise doit prendre en compte ce que vient de dire le patronat français, non? Ça doit prendre en compte. Le patronat français doit aussi savoir que nous avons aussi besoin du financement parce que on a beaucoup de choses, c'est beaucoup plus le financement parce que si on veut travailler au-delà des frontières, il faut des financements. J'espère que le patronat français nous écoute et il sait que nous, en Afrique, on a ce problème où on travaille seul, où on n'a pas beaucoup de trucs. Donc, voilà. Alors, je peux réagir, Lanciné, à ce que disait Inès. On est en démocratie. Alors, Inès a tout à fait raison et elle a raison de rappeler ce point-là. Et c'est très important que les entreprises, les entrepreneurs investissent de l'argent, déjà investissent dans le billet d'avion pour aller voir les Africains. Il faut aller voir les Africains en Afrique. Il ne faut pas seulement attendre qu'ils viennent ici à Paris. C'est vrai que c'est très confortable d'accueillir et de rencontrer les Africains ici. Mais en même temps, allons en Afrique. Moi, j'y vais, enfin, j'invite tout le monde à le faire. Ça, c'est la première chose. Et ensuite,
oui, investir dans des équipes, dans des projets, et ça, en prenant soin que ces investissements soient gagnants-gagnants et soient aussi Exact. protégés. Exact. Et ça, nos amis africains, Of course. c'est à eux aussi de regarder ça Of pour course. que les investisseurs internationaux soient à l'aise quand ils vont investir en Afrique et que ils le fassent avec, vous voyez, pas seulement avec intérêt, mais qu'ils le fassent avec en toute confiance. C'est Alors, en plus, la chef d'entreprise, elle est écrivaine. Vous voyez l'un de ses livres. C'est elle qui a écrit ce beau livre. Il faudrait le lire. Il y a son parcours dans ce livre, sa manière de voir les choses quand elle faisait de la politique. Maintenant, elle voit les choses autrement en tant que chef d'entreprise. Et ça, c'est important. Alors, pour que tout cela marche bien, il faut trouver une solution à l'immigration. Nos ce que j'allais enfants vous qui demander. quittent l'Afrique, Mm. qui viennent en Europe, Mm. qui ne Qui sont pas meurent. souvent acceptés et intégrés, c'est un problème qu'il faut traiter Qui meurent même calmement. en chemin. Il faut que nos enfants cessent de venir mourir dans les océans occidentaux. Et notre charmante, disons, consoeur, qui est jeune, comme tous ces jeunes gens qui s'en vont d'Afrique, va donner son regard là-dessus. Bah, c'est un très bon point parce que justement, par rapport à ce que vous venez de dire, notamment Jean-Pierre, moi, est-ce que vous pensez pas qu'il y a un problème au niveau de la réglementation, justement, au niveau oui, même des lois qui en fait durcissent aussi ce rapport et la visibilité sur les possibilités d'échange, justement, quand on dit de transfert de technologie, de la formation. Vous me disiez qu'il est très bien de venir en France et d'accueillir, mais c'est aussi bien de venir directement sur le continent. Ne pensez-vous pas qu'il y a justement un manque d'information ou peut-être que l'information est présente, mais qu'il faudrait pallier à la réglementation actuelle qui permettrait justement de comprendre qu'il est possible sur place de faire des choses Exact. et de pouvoir les ancrer également et de comprendre justement les lignes de communication qui permettraient de pallier à cette problématique de fuite des cerveaux pour un meilleur confort alors que le confort est parfois déjà sur place. Ouais. Moi, je répondrai rapidement là-dessus. D'abord, moi, je suis de ceux qui pensent que l'immigration ou les migrations, hein, et on peut parler aussi des migrations, sont une chance, en fait, pour ceux qui migrent, ceux qui émigrent, parce qu'ils s'enrichissent, parce qu'ils découvrent, et que s'ils ont la chance de pouvoir revenir aussi chez eux, rapidement ou plus longtemps après, eh bien, ils profitent de ce qu'ils ont gagné, de leur expérience. Ils font profiter les autres de leur expérience. Donc ça, moi, je crois profondément à ça, et moi, j'ai cet ADN-là dans ma famille, donc j'y crois profondément. Après, l'important, il ne s'agit pas de fuir une réalité. Et au contraire, je pense que dans certains cas, il y a des gens qui cherchent à fuir. Alors peut-être aussi ils sont utilisés, on leur ment, on leur raconte des histoires, ils croient à ces histoires, et ensuite à l'arrivée, c'est pas forcément ce qu'ils croient. C'est très important que il y ait pas de fuite des cerveaux, enfin qu'on arrête ce processus-là qui est très néfaste, je pense pour les pays africains. Il faut que les cerveaux restent le plus longtemps possible pour avoir déjà une première expérience chez eux, là où ils sont. Mais ensuite, que chacun puisse, et moi, il y a eu un débat là-dessus ici, que chacun ait le droit, vous voyez, que ce soit un droit inscrit éventuellement dans la Constitution internationale, dans le droit international, pour les jeunes de faire 1 an, 2 ans, 3 ans d'expérience professionnelle ailleurs. Voyez, ou un voyage, que ce soit un droit qui leur soit reconnu, parce qu'ils vont s'enrichir et ils vont connaître comme ça, et et la meilleure façon, je dirais, non seulement le monde va y gagner parce que les gens se connaîtront,
Et vous savez, le vrai problème, souvent, vient de la méconnaissance de l'autre. Et quand on a la possibilité de connaître, de rencontrer l'autre, eh bien, on apprend, on découvre, et forcément, on n'a plus peur. Voyez, et donc, on peut investir ensuite son temps, son énergie de manière positive. Donc, voilà. Les migrations sont une chance pour l'humanité, mais en même temps, il faut que ce soit pour des objectifs positifs et éventuels, et surtout que les pays qui sont des pays d'émigration puissent avoir un retour sur investissement de ça, et j'espère que les gens qui sont dans la diaspora, mais ça a déjà commencé parce que j'ai vu énormément de gens de très grande qualité qui avaient un parcours international et qui sont revenus en Afrique pour travailler, pour investir, et ça c'est excellent. Bravo à vous. Alors, ce qui est bien, même dans le paysage franco-français, vous avez un bon ministre d'Outre-mer qui s'appelle Manuel Valls. Ce qu'il fait dans les territoires d'Outre-mer, c'est magnifique. C'est-à-dire, ah oui, 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 Emmanuel Valls, il faut saluer son combat actuel dans les dom-toms. Oui, oui, il a dit il faut absolument faire des dom-toms l'équivalent de Bordeaux, de Marseille ou naturellement de Paris. Et oui, on ne peut pas laisser les dom-toms de côté. En Guadeloupe, il n'y a pas d'eau. En Martinique, il y a le chômage. Et en Guyane même, il y a ce que j'appelle la drogue. Donc, tout ça, dans le paysage franco-français, il faudrait que Manuel Valls soit appuyé. Il faut l'encourager. Nous allons peut-être même l'inviter sur le plateau ici, le moment venu, pour que Manuel Valls nous dise ce qu'il veut faire pour les dom-toms. Alors, toi qui es de la diaspora, qui est née ici, jeune fille combattante, qu'est-ce que tu penses de l'œuvre d'Emmanuel Valls, ses débuts de ministre d'Outre-mer? Je rejoins le fait que les dom-toms font partie de la France. On a tendance à parler de la métropole et ensuite des dom-toms, mais pour moi, c'est un territoire uni. Je rejoins qu'aujourd'hui, on parle justement de l'Afrique, mais qu'il est aussi important parce qu'on parlait de transmission, on parlait d'exemple, mais de pouvoir le donner déjà sur son territoire. Donc, après, sur toutes ces parties politiques, je pense qu'il sera la meilleure personne pour pouvoir en témoigner et de venir nous exprimer volontiers ce qu'il pense et la profondeur de ce qu'il pense. Mais de mon côté, voilà, on parle de diaspora, on parle de la jeunesse. Aujourd'hui, on est dans un monde où ces frontières sont de plus en plus minces, que notre jeunesse, elle est à l'image de ce qu'est la France et sa diaspora dans son ensemble, et qu'il est important pour pouvoir appliquer justement et réparer le futur, que chaque entité, en tout cas que chaque personnalité ou chaque origine qu'il a construit puisse se sentir représentée. Donc, voilà. Nous allons vers la fin de notre, disons, rencontre, qui a été une rencontre fructueuse, où il n'y a pas de ce que j'appelle de tabou. Ici, le chef d'entreprise, qui est M. Jean-Pierre, a parlé de manière totalement libre. La chef d'entreprise camerounaise, qui a l'expérience à la fois politique et maintenant économique, a dit son point de vue. Et la jeune, sympathique artiste, animatrice Laetitia a posé de très très bonnes questions. Donc nous nous retrouverons assez rapidement ici dans cette émission, Préparer le futur africain afin d'éviter les déboires du passé. Nous vous remercions vivement et nous remercions tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui nous soutiennent, parce que le combat n'est pas encore gagné. Et nous allons ensemble, par la qualité du dialogue, par la qualité des propositions, des sujets, nous allons gagner. Exactement. Et nous allons terrasser Trump et sa guerre économique. Merci beaucoup et à très bientôt. À très bientôt. Merci.